passe et comment est le joueur. Bon, déjà, toi, ta réaction, 35 millions d'euros, bonus compris pour Peshao. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est le bon tarif? Est-ce que tu es étonné que Feyenoord finalement lâche comment dire, le joueur à ce prix-là? Voilà, quelle est ta réaction? Bah, j'en pense déjà qu'il était temps, quand même, hein. Ça fait un mois, tu l'as dit, qu'on s'attend pour parler de Paixão. Mais non, bah, on en avait un petit peu parlé, mais 35 millions, c'est comme une vraie prise de risque pour l'OM. Parce que c'est pas enfin, ça va être l'investissement le plus cher de l'histoire du club, tout simplement. Et on en avait déjà un petit peu parlé. Je pense qu'on va rentrer un petit peu dans les détails petit à petit. Ouais. Mais c'est un joueur qui, même s'il coûte 35 millions d'euros, t'offre pas toutes les garanties du monde. C'est très difficile d'avoir des garanties dans ce sport, mais on n'est quand même pas sur le joueur qui, comment dire, avec lequel tu as le plus d'assurance, de confiance sur sa capacité à, non pas à performer parce que ça reste comme un très très bon joueur, mais vraiment à s'imposer comme le leader offensif de ton équipe. Et quand tu es l'OM et que tu débourses 35 millions d'euros, c'est ce à quoi tu t'attends. Donc il y a beaucoup de choses à dire parce que sur le profil du joueur, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de points positifs, des petits points bloquants, mais c'est plus secondaire, je pense. Mais après, c'est surtout l'investissement aussi qui permet de relativiser un petit peu le coût que peut faire l'OM. Sportivement, je pense qu'il y aura un vrai apport. Après, la prise de risque financière est vraiment réelle sur l'opération. Dans le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur Peshao, je prendrai les meilleures évidemment, je les poserai à Enzo. Bon, alors déjà, c'est vrai que tu parlais notamment, c'est vrai, du poids qu'il va avoir en attaque. Est-ce que ce poids-là, on peut quand même un peu le relativiser en sachant qu'on a déjà dans l'équipe des garçons comme Mason Greenwood, qui est quand même un joueur extrêmement attendu, Amin Gouiri, d'une certaine manière aussi, qui est très attendu, et je pourrais même prendre Adrien Rabiot, qui a tendance à être très très haut sur le terrain. Est-ce que tu penses pas que finalement, avoir trois joueurs comme ça, quand même avec un fort CV, ça va pas un peu enlever de la pression à Peshao et finalement rester dans ce qu'il sait faire? Non, mais c'est clair que dans la responsabilisation que tu lui donnes, c'est très important d'avoir ces joueurs-là qui sortent tous d'une très très grosse saison, qui ont pour le coup ce rôle de leader. Et Aubameyang aussi, Ouais, hein. Et sans oublier Aubameyang, ouais, tout à fait. Aubameyang, oui. Oui, oui. Et en plus, même au-delà même du statut, je pense qu'en termes de complémentarité, ces quatre-là dont tu as parlé sont vraiment très complémentaires, et notamment d'un point de vue technique, parce que tu en parlais tout à l'heure, je vous écoutais religieusement, mais il y a à la construction, Igor Paixão n'est pas l'ailier le plus constructeur, c'est plus un ailier de dernier tiers qui va faire des différences dans le dernier tiers, qui va être décisif, mais qui vraiment à la construction n'est pas cet ailier qui, comme Mason Greenwood par exemple, peut le faire, est très créateur, à l'aise dans les petits espaces. Et avec un Rabiot qui est capable d'apporter cette touche technique au milieu et de faire progresser le jeu, à Gouiri qui est peut-être le neuf de France le plus technique, le plus créatif. Mason Greenwood aussi qui est excellent dans ce domaine. Je pense qu'Igor Paixão peut être un petit peu déresponsabilisé là-dessus. Donc d'un côté, on peut se dire que bah voilà, Igor Paixão est pas l'ailier le plus estampillé de Zerbi parce que c'est pas un ailier de construction très à l'aise techniquement. Mhm. De l'autre côté, on peut aussi se dire qu'il a des coéquipiers à côté de lui qui sont très à l'aise dans ce domaine-là et que Igor Paixão va amener quelque chose peut-être qui peut manquer à cet OM, notamment sur le côté gauche. La saison passée, Greenwood était très responsabilisé. Là, avec l'arrivée d'Igor Paixão, tu étires un petit peu le danger offensif devant et tu le distribues entre tes trois 4 offensifs dont on a parlé. J'ai vu passer une question que je vais noter, mais je vais juste déjà vous donner un petit peu ce que nous dit Datascout dans son rapport de scouting. Point fort, point faible, et tu me dis ce que tu en penses, Enzo. Tu me dis si tu es d'accord avec Mm. ce que nous sort Datascout. Donc, un point fort, cadre beaucoup de tirs, touche beaucoup de ballons dans la surface adverse, marque beaucoup, est efficace devant le but. Alors, il récolte peu de cartons, fait progresser le ballon par la course, tente beaucoup de dribbles, commet peu de fautes. Très bonne pointe de vitesse, mais souvent ses coéquipiers en position de tir. C'est vrai qu'on a vu, il a, je crois, 14 passes D de souvenirs en championnat. Crée beaucoup d'occasions de but, a besoin de peu de tirs pour marquer. Est-ce que déjà, par rapport à ça, globalement, tu es plutôt d'accord?
Et ils ont tout bon, les amis de Ouais. DataScout. Il n'y a pas de souci, et notamment sur l'aspect finition. Tout ce qui est a besoin de peu de tirs pour marquer est très efficace devant le but. Igor Paixão est vraiment un ailier buteur pour le coup. Il a énormément progressé depuis son arrivée au Feyenoord sur la finition et même dans sa capacité aussi à se mettre en position de tir. C'est vraiment un ailier qui est excellent dans ce domaine. Donc, ouais, non, très clairement, il y a pas de souci sur ce qu'a pu dire DataScout là-dessus. Alors, dans les axes d'amélioration, dispute peu de duels défensifs, joue peu vers l'avant. Alors ça, je suis curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Contre peu de tirs, tacle peu, perd la majorité de ses duels aériens. Alors, bon, duel aérien, c'est vrai qu'il a un petit gabarit, donc ça, à la limite, bon, ça peut se comprendre. Le côté défensif, on va en parler, parce que est-ce qu'on se rapproche quand même d'un Greenwood 2.0? On va en parler. Mais joue peu vers l'avant. T'es d'accord avec ça? Bah, après, je joue peu vers l'avant. C'est très global, c'est très général. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. De toute façon, le rapport s'appuie sur des stats, sur de la data, donc c'est Oui. totalement neutre, objectif. Mais moi, vraiment, dans ce que je vois, l'impression visuelle, c'est quand même un joueur qui excelle en transition. De toute façon, c'est son profil qui le montre, hein. Excellent, enfin très bonne pointe de vitesse, excellent dans les grands espaces, apporte beaucoup de danger par le dribble. J'ai pas forcément cette impression quand je le regarde de joueur qui joue peu vers l'avant. D'accord. Après, on peut l'avoir dans la capacité, dans la qualité de passe, je veux dire. Il a, on en a parlé, mais pas mal de lacunes techniques et notamment dans le jeu combiné, dans la qualité de passe. Et c'est peut-être par ces passes où le ratio passe effectué et passe progressive est peut-être faible. C'est peut-être là-dessus que le rapport s'appuie pour dire joue peu vers l'avant. Mais sinon, dans les intentions de jeu, c'est vraiment un ailier qui, quand il a de l'espace devant lui, pour le coup, n'hésite pas du tout à le prendre et justement profite de ces espaces pour mettre en valeur ses qualités. Alex, est-ce que tu as une question à poser à Enzo? Puis après, j'enchaînerai avec les questions du chat. Bah ouais, par rapport à Peshao, est-ce que tu penses que ce choix justement de ce joueur par rapport à Greenwood, le fait qu'il apporte autre chose était peut-être une idée principale que De Zerbi avait, justement pour avoir cette variété offensive et comme tu l'as dit, bah, d'avoir un côté gauche aussi dangereux que le côté droit. Ouais, ouais, très clairement, je pense que le recrutement de Zerbi et Benassia, il est dans cette optique-là, parce que c'est un profil qui manquait un petit peu à cet OM. C'est une équipe qui, en termes de qualité technique, est excellente, de par tous les profils individuels qu'il peut y avoir au milieu et devant, mais qui peut-être dans la capacité à faire la différence par le dribble, notamment face à des blocs bas, pouvait manquer un petit peu de qualité là-dessus. Et Igor Paixão peut l'être, en plus avec sa qualité de frappe que ça soit dans la surface ou en dehors de la surface. C'est un excellent frappeur qui n'hésite pas à prendre sa chance, qui a beaucoup de personnalité dans ce trait de jeu-là. Donc, non, je pense que c'est un profil plutôt bien ciblé. Après, je l'ai dit, il y a des lacunes techniques Oui, dans le bien jeu sûr. combiné. Dans le jeu défensif, c'est mieux que Greenwood, même si c'est difficile de faire pire. C'est mieux que Greenwood, c'est pas non plus, La c'est pas balle non plus perdue. exceptionnel. Mais voilà, globalement, dans le profil offensif, en tout cas, ça correspond, entre guillemets, aux besoins qu'avait l'OM. Donc, c'est un profil qui, je pense, est plutôt bien ciblé, même si, encore une fois, il y a le facteur prix qui lui fait nuancer un petit peu tout ça. Juste par rapport au bloc bas, parce que j'ai vu passer la question. C'est vrai que nous, en Ligue 1, bon, tu le sais, hein, parce que tu suis la Ligue 1 évidemment, on joue, on va dire, allez, à 70% face à des blocs bas quand on rencontre des clubs voilà, de Ligue 1. Comment tu le vois s'en sortir, toi, par rapport à ça? Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On sait qu'en Eurodivise, peu importe, on va dire, les équipes, et tu me confirmeras ça, mais que ce soit le NAC Breda ou Twente ou l'Ajax, on va dire que au final, c'est ouvert. Concrètement, le jeu est ouvert et défensivement, les blocs bas, c'est rare en Eurodivise. Toi, comment tu le vois, toi, s'ajuster justement par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il peut faire des dégâts? Je sais que j'ai vu passer des buts, il a une belle frappe de loin notamment. Mais Mm. voilà. Comment toi tu peux imaginer un petit peu cette chose-là, un pécho face au bloc bas? Bah déjà, en Eredivisie, les équipes face auxquelles il était le meilleur, en tout cas face auxquelles il a fait la majorité de ses stats, c'est les équipes les plus faibles, entre guillemets. Donc même si l'Eredivisie a une réputation d'avoir souvent un jeu très ouvert, il y a quand même des équipes qui, quand elles affrontent le Feyenoord, le PSV, l'Ajax, se mettent en bloc bas. Quand même un Et petit peu, quand même un petit peu. Il a ouais, quand même connu ça un peu avec son club.
Ouais, très clairement, même si c'est pas le principe de jeu principal pour toutes, il y a évidemment des longues séquences où les équipes sont recroquevillées sur 30 mètres, sont dans leur bloc bas, enfin sont en bloc bas dans leur dernier tiers. Donc pour le coup, j'ai pas trop de doutes là-dessus. Après les défenses, et c'est souvent pour ça qu'on parle de taxe Eredivisie, les défenses françaises sont bien meilleures individuellement que Les les gardiens défenses aussi. néerlandaises. Les gardiens Les, aussi. ga- Oui. les gardiens aussi, ouais, la qualité défensive dans sa globalité est quand même bien au-dessus en France qu'en Eredivisie. Donc là-dessus, on peut avoir un léger doute et encore, parce que vraiment, je l'ai dit, c'est face à ce genre d'équipe-là que Paixão a le mieux performé, a fait l'essentiel de ses stats et c'est aussi a le plus progressé parce que c'est vrai qu'à son arrivée, il pouvait être un petit peu plus en difficulté face à ce type d'adversité. Après, il faudra voir sur la transposition Eredivisie Ligue 1, mais pour le coup, j'ai pas trop de doute sur sa capacité à s'adapter au bloc bas défensif en France. Il y aura peut-être, comme tous, un léger temps d'adaptation. Mais pour le coup, même s'il a des lacunes peut-être dans le petit jeu, dans les petits espaces, j'ai dit, il y a d'autres qualités chez lui qui en font un excellent ailier pour faire la différence tout seul. Et même le rapport data de Data Scout a pu le montrer. Justement, tu anticipes un peu mes questions, mais c'est très bien. Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup par rapport à ça. C'est quoi pour toi vraiment la principale différence entre l'Eredivisie et la Ligue 1? Et par rapport justement à ces différences-là, comment toi tu vois Paixão? Est-ce que tu penses qu'il peut franchir le cap et justement être important et décisif en Ligue 1? Euh, pour le coup, c'est une question qu'on pose souvent. Techniquement, c'est bon si je prends les meilleures équipes, parce que le niveau en Eredivisie est beaucoup plus hétérogène qu'en Ligue 1. Ouais. Mais si on se focalise sur les meilleures équipes, techniquement, c'est du très très haut niveau hein, aux Pays-Bas. Je pense que c'est plutôt physiquement où il y a un vrai gap. On sait qu'à chaque fois, les témoignages de joueurs étrangers qui arrivent en Ligue 1 mettent souvent en avant l'aspect physique. Et je pense que c'est vraiment la plus grosse différence entre l'Eredivisie, qui est un jeu beaucoup moins peut-être pas intense, mais impactant au duel, alors que la Ligue 1, c'est parmi, je pense, les meilleurs championnats du monde sur l'aspect physique. Donc c'est peut-être sur ça qu'il y a la plus grosse différence. Après, Igor Paixão est un joueur qui s'est énormément développé physiquement depuis son arrivée, que ce soit du bas ou du haut du corps. C'est vraiment un ailier qui est très petit, mais très tanké, très, très puissant sur les appuis. C'est pas l'ailier qui va résister le mieux à l'épaule parce qu'il est tout petit, puis c'est pas non plus un monstre physique. Mais je veux dire, il n'y a pas forcément de lacune physique, je trouve, dans sa résistance au duel, ou même dans son volume de jeu. Je pense qu'il n'y a pas forcément de doute à avoir sur le niveau physique, contrairement par exemple à un Noah Lang qui était aussi évoqué du côté de, Ouais. de l'OM et qui lui est beaucoup plus fin, a un autre profil beaucoup plus créatif, mais qui est beaucoup plus fin et moins développé sur l'aspect physique qu'un Igor Paixão. J'ai vu dans le chat, on m'a posé la question, est-ce que tu peux nous faire un comparatif donc sur le site Datascout entre Paixão, Greenwood et Guiri sur notamment les qualités de buteur? Eh ben tout à fait, je peux faire ça. Et je vais vous montrer d'ailleurs comment on peut faire. Voilà, donc Paixão, Greenwood, Guiri et donc avec les stats de buteur. Hop, elles sont là. Et donc le radar est généré et on voit donc alors vous voyez Guiri est en orange, Greenwood est en vert, Paixão est en bleu et on voit que sur les stats donc de buteur, que ce soit les buts, les XG, les tirs cadrés, alors Gouiri et Greenwood par exemple en tir cadré sont évidemment très très bons parce que ce sont des buteurs, enfin ils ont peut-être un côté un peu plus buteur que Paixão, mais on voit que Paixão il se défend. Hein. Il se défend vraiment bien. Je peux vous mettre les valeurs parce que pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Voilà, il est dans le top 87%, donc il est meilleur que 87% des ailiers sur les stats de buteurs en tir cadré. Mais on voit quand même globalement, d'ailleurs je vois un Amiguri qui est même un petit peu inférieur quand même à un Paixão sur les stats de buteur à proprement parler. Même tu vois, moi il y a une stat qui me plaît beaucoup. Et tu vas me dire ce que tu en penses, et pareil Enzo. Moi, c'est sur les dribbles quand même. Hein. La faculté, j'ai l'impression, de ce garçon, Paixão, à faire des dribbles et à les réussir, a l'air très impressionnante. T'en penses quoi, Alex? Bah ouais, par rapport à la data, effectivement, par rapport aussi aux vidéos que j'ai vues de lui, tu as vraiment l'impression que c'est ce qu'il recherche en premier, hein. Ce duel avec le défenseur. Ouais, t'as vraiment l'impression qu'il a envie de faire son petit crochet, son petit dribble, etc., d'amener quelque chose, de la percussion et tout. Donc, je pense vraiment qu'on va quand même se régaler avec lui. Même si, effectivement, il y a, comme disait Enzo, il y a des lacunes, mais je pense que c'est vraiment s'il fait ce qu'il faut, je pense que c'est le profil type de joueur qui va faire lever le stade, hein. J'en suis quasiment sûr et certain, hein.
Vous êtes quasiment 1900 dans le chat. Si on peut faire péter le record des 2000, c'est assez incroyable. Hein, si on arrive à le faire. Magnifique, les gars. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup. On a combien de likes? On est à Et t'as un message de... 483 likes. Et j'ai vu passer un super chat. Je vais tout de suite aller le Ouais. récupérer parce que c'est une question pour Enzo. A-t-il le caractère pour jouer à l'OM? Qu'a-t-il démontré à Feyenoord en termes de tempérament? Enzo, on t'écoute. C'est une très bonne question parce que je pense que dans le recrutement de l'OM, c'est peut-être la première question qui est Ouais. posée par la direction. Sans doute, ouais. On a vu les échecs l'été dernier, Brassier, Koné, Wai. Et pour le coup, Paixão, je l'ai vu aussi dans le chat, c'est bien trouvé, sur l'ambiance de Feyenoord, mais si on fait des comparaisons assez globales, je pense que Feyenoord, on peut le comparer à l'OM en France. C'est le club avec l'ambiance la D'accord. plus chaude, Ah, c'est- peut-être le club le plus populaire. C'est certainement pas dans les mêmes proportions, même si évidemment le Feyenoord est très 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 suivi aux Pays-Bas. Et je pense que l'OM, c'est encore un cran au-dessus et c'est quand même un petit supporter parisien qui vous dit ça. Oui, alors voilà, Mais, Enzo a beaucoup de qualités, son seul défaut, il supporte un club de la capitale. Mais bon, voilà, on va pas trop le dire, voilà. C'est pas grave. on vit ici en toute amitié, en toute Oui, objectivité. non, mais alors, faut le dire, Enzo, pour le coup, en plus, petit instant promo, t'as une chaîne YouTube, pardon, Box to Box, où tu parles de foot français en général, hein, même de foot Ouais. européen d'ailleurs. Hein. Donc voilà, et il peut très très bien parler évidemment de l'Olympique de Marseille. Mais d'ailleurs, Enzo, vous l'avez vu, si vous suivez Massilia Zone, vous l'avez vu chez eux parce qu'il a fait quelques vidéos là-bas aussi. Donc voilà, si je le fais venir, c'est qu'il est très très bon. Voilà. Donc voilà, je te laisse continuer. Mais toujours un plaisir quand même de parler foot, même si avec des Marseillais, tu l'as dit, on peut pas tous être parfaits. Mais Attention, t'as quand même 1900, t'as quand même quasiment Je sais, 1900 je sais. personnes dans le chat. Hein. Voilà, C'est bon, je me calme. je peux me envoyer pars sur, je peux envoyer ton compte Twitter à l'écran à tout moment. je me calme, je repars sur Paixão, mais sur la comparaison, du coup, je pense qu'il connaît un petit peu cette ambiance, sera pas exactement la même, mais en termes de tempérament, c'est un joueur qui a pas eu de mal à prendre le leadership offensif du côté du Feyenoord, et même mentalement, c'est un joueur qui a comme une assez grosse personnalité, et en tout cas de ce qu'il renvoie sur le terrain, qui a pas forcément comment dire, de doute, qui a vraiment, je trouve, une vraie confiance en soi aussi. Même vous avez pu le voir si vous avez suivi un petit peu certaines stories, il renvoie quand même l'image d'un joueur qui a un certain ego, ce qui n'est pas Oui. forcément négatif, mais un joueur en tout cas qui, je pense, est prêt quand même à assumer cette pression. C'est pas un joueur discret, c'est un joueur qui aime les je pense, quads. ouais, qui aime les quads, qui aime les balades en quad, mais qui, ouais, je pense, est prêt mentalement pour l'OM, parce que même dans l'investissement, déjà, c'est un joueur qui a progressé, c'est important, c'est un joueur qui s'est développé, qui surtout a pris le temps avant de partir. Ça fait quelques mercato qu'il est suivi, mais on sait qu'en Eredivisie, le fléau des joueurs qui flopent en partant d'Eredivisie, c'est ceux qui partent trop tôt, qui n'ont pas fini d'être formés, qui n'ont pas fini d'être développés. Lui a pris le temps, je pense qu'il y a quand même si son père et ses représentants font beaucoup parler d'eux en ce moment, comme une certaine Ouais. réflexion sur son plan de carrière. Alors, justement, parce que c'est vrai que tu fais bien d'en parler. Le père, là, c'est quoi? Ça a l'air d'être un sacré personnage, non? Pour le coup, le père, je le connaissais pas avant l'histoire Marseille. Il n'a pas forcément fait D'accord. beaucoup parler de lui. En tout cas, peut-être qu'il y avait eu des trucs, mais pour le coup, j'avais rien vu de la part du père. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a les infos qu'il envoie du côté de Marseille, le père se fait pas mal voir. Donc on va dire, c'est un truc très récent, c'est-à-dire que le père soit là, oui, comment dire, fait des stories Instagram, etc. Du côté de Feyenoord, il le faisait pas ça. Pour le coup, je suis pas abonné au compte Insta du père, mais en tout cas, Ouais. on n'en parlait pas. On n'en On n'en parlait pas plus parlait que pas ça. avant, ouais, c'est ça. C'est assez nouveau. Après, c'est peut-être aussi parce que voilà, il arrive dans un club français, c'est plus médiatisé pour nous en France. Mais même je suis les médias néerlandais, un petit peu tous les comptes d'infos. J'ai pas l'impression que ça a été un sujet avant qu'il arrive du côté de Marseille. J'ai vu aussi passer une question. Alors, on en a beaucoup de questions, mais j'ai vu passer une question notamment sur X. Une comparaison, et d'ailleurs, t'as un peu répondu, mais une comparaison. Alors, attendez, juste avant, hop, je vous mets tout de suite voilà, le tweet de Fabrizio Romano qui confirme, hop, le deal, et notamment, on est sur du 30 millions et avec 5 millions de bonus. Voilà. Donc 30 millions de base et 5 millions de bonus.
Alors après, les bonus, bon, on imagine que ça peut être lié à des qualifications en Ligue des Champions, ce genre de choses. Donc voilà, on a un super chat, on remercie Bastien qui nous dit, alors, petit aparté, que penses-tu, Enzo, de Delange au LOSC? C'est vrai qu'il y a eu la rumeur Delange du côté de Lille. Est-ce que tu penses que c'est un gardien qui peut intéresser Lille? Bah, en plus, je suis dans la vie pro, je suis journaliste et je couvre le LOSC. Donc ça me concerne pas mal. Mais ouais, après, ils sont surtout sur Robin Roths, le gardien de Nijmegen aux Ouais. Pays-Bas. Et celui de Tottenham Euh, aussi, j'ai vu, je crois, hein, il me semble. Ouais, Anthony Kinski, mais apparemment la priorité, est celui sur qui le LOSC avancerait, ce serait plutôt Robin Roths. Je pense que c'est un gardien intéressant. Après, pour le coup, parmi les pistes évoquées, c'est pas celui qui, je pense, t'offre le plus de certitude, enfin le plus de, comment dire, d'apport en termes de qualité, et ni celui avec lequel tu as le plus gros potentiel de revente. Je pense qu'un Robin Roths, par exemple, qui est évoqué, t'apporte plus. Et j'ai vu aussi pas mal de Marseillais qui se posaient la question d'un échange avec Thiago Santos. Pour le coup, c'est un autre monde, hein. Il y a Thiago Santos, je Ah oui. pense, est estimé entre 15 et 20 millions par sa direction. Jamais Oui, non, non, un mais échange Thiago Santos de l'Ange oui, oui, non. est possible. Mais de toute façon, Delange aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut. Il a fait 2 matchs avec nous, donc on l'a acheté quoi? 2, je crois, 2 millions? Ouais, Ouais, je pense que c'est 2-3 millions que l'OM peut attendre pour lui. ok, ouais, non, non, c'est vrai que il y a mon ami Yassine Youssi qui s'est un peu emballé, qui pensait que on pouvait aller jusqu'à 10 millions d'euros. Yacine, je sais que je t'aime Mm. beaucoup, mais je pense que 10 millions d'euros, on les verra jamais pour Delange. J'avais du coup une petite question. Ouais, je voulais te parler. Il y a une comparaison qui a été faite, on t'a demandé justement sur X, avec alors le genre de Twente, la prononciation, tu vas me la dire parce qu'honnêtement, je ne vais pas la maîtriser. C'est. Stein. Voilà, Stein, c'est ça. Qui est parti, je crois, pour 15 millions d'euros, c'est ça? Pour 10 millions du côté de Feyenoord. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que Stein et au niveau des stats, on va d'ailleurs, je vais faire une petite comparaison tout de suite. Mais Stein, je crois, a des stats quasiment équivalentes à celles de, de Peshao. Pourquoi une telle différence de prix, à ton avis? Parce que Sam Stein joue à Twente, que Paixão joue Ouais, à voilà. Feyenoord, Pas plus compliqué que ça. principalement, et que même si Sam Stein a été le meilleur joueur d'Eredivisie la saison passée, c'est un joueur qui, en plus de ne jouer que à Twente, entre guillemets, a moins de saisons références derrière lui que Paixão, qui est le titulaire à Feyenoord depuis plusieurs saisons, qui a joué la Ligue des Champions, et qui voilà, un petit peu plus de références quand même, sachant qu'en plus, tu peux comparer les deux, mais il y a pas, enfin, c'est pas le même poste. Sam Stein est plus un 10, Ouais, d'accord, Paixão ok. Oui, donc un ailier. la Donc la comparaison est même comparaison est pas. assez lointaine Ouais, quand la même. comparaison est assez lointaine, ok. En plus, comme je trouvais pas comment ça s'écrit, donc je vais même pas la faire. Comme ça, je vais pas me faire chier. Rayon blessure. C'est vrai qu'il est blessé actuellement. Toi, par rapport aux infos sur la blessure, tu en sais un peu plus parce que c'est assez vague, hein. On nous dit. Ouais. Feyenoord a communiqué comme quoi il était blessé, mais on sait pas exactement ce qu'il a. Est-ce que toi tu sais? Est-ce que c'est un joueur qui est sujet à avoir beaucoup de blessures dans une saison? Voilà, comment ça se passe un peu par rapport à lui? Bah, pour le coup, cette blessure, elle est un peu étonnante parce qu'il y a assez peu d'informations. Ouais. Apparemment, ce serait musculaire, mais ce serait bah, voilà, comme un peu toutes les blessures musculaires, 2-3 semaines. Si c'est pas une blessure diplomatique, je pense pas, parce que Feyenoord n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Mais en tout cas, il n'y a rien de très grave, je pense, en ce qui concerne cette blessure. Et pour le coup, rayon blessure, c'est un gros point positif pour Paixão. Il est quasiment jamais blessé. Je suis en train de rechercher les stats exactes, mais il a manqué seulement 6 matchs depuis son arrivée du côté de Feyenoord. Donc c'est quasiment rien. C'est un petit pépin à la cuisse, un petit pépin à l'ischio et une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, très exactement. Ça doit faire Donc mal. ouais, c'est quasiment rien. Ah ouais, les muscles fléchisseurs, je vous le mets à l'écran parce que du coup, je suis sur Transfermarkt, voilà. Et c'est vrai que la blessure musculaire, là, on sait pas trop. Mais ouais, la lésion du muscle fléchisseur de la jambe, aïe aïe, ça doit Mais pour passer. le coup, non, c'est un gros point positif. Il y a quasiment aucun, il y a aucun point bloquant pour Paixão au rayon des blessures. On a une question de Loïc et on le remercie d'ailleurs pour son Ouais, super merci chat. Loïc. Bonsoir les amis, bonsoir Enzo. À ton avis, est-ce que Peshao peut encore progresser ou il a atteint son plafond de verre? Bah, à son âge, c'est un peu toute la question, parce que 25 ans, Mm. c'est un peu le moment quand tu es un ailier où bah, voilà, tu arrives sur la fin de ton potentiel, de ta marge de progression. Je pense quand même qu'il y a une petite marge de progression, tout simplement parce qu'il n'a pas
atteint comment dire, le plus haut niveau qu'il peut rencontrer. Et il va franchir quand même un certain cap en allant à Marseille, ne serait-ce que dans le quotidien d'affronter des défenses de Ligue 1. Je pense qu'il y a une progression qui est possible. Je dis pas qu'elle a lieu, mais je pense qu'elle est possible. Après, à 25 ans, on est sur un joueur qui est quand même proche d'avoir atteint son plafond et qui, ça impacte aussi, je pense, le regard qu'on peut avoir sur l'achat. C'est pas un potentiel de revente immense. Tu vas pas pouvoir faire un x2 sur Gare Paixão comme tu peux t'attendre potentiellement avec Mason Greenwood si tu reçois une très très grosse Oui. offre. Paixão, un potentiel de revente un petit peu plus bas. Et on a beaucoup parlé d'un potentiel pourcentage à la revente. Je sais pas s'il est inclus dans En tout cette cas, opération. Fabrizio Romano n'en parle pas. Donc, Ouais, j'ai regardé un petit peu partout, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, et personne ne parle de ça. Donc peut-être que finalement, il n'y a pas de pourcentage à la revente, ce qui serait positif, parce que pour le coup, si tu débourses 35 millions d'euros et que tu inclus un pourcentage à la revente, je pense que l'OM se serait quand même pas mal handicapé sur une potentielle revente et sur le potentiel bénéfice qu'il peut y avoir sur le joueur. c'était Feyenoord Transfermarkt, le site qui avait parlé de ce pourcentage à la revente, de souvenirs, ça y est. Ils avaient parlé, je crois, d'un pourcentage à la revente de 30%, mais ça n'a jamais été Mhm. confirmé. Donc, Ça me paraît énorme. ça me paraît Ouais. énorme. Juste par rapport. Alors, on n'est pas le FC Comptabilité et on n'est pas non plus le FC Revente, mais tu dis que pour toi, enfin, la plus-value potentielle, la vente potentielle d'un Peshao, je sais pas, moi, il fait 2 grosses saisons à l'Olympique de Marseille parce qu'il signe quand même 5 ans. Hein. Donc, Mhm. deux grosses saisons à l'Olympique de Marseille, tu penses pas qu'il y a un gros club, allez, anglais, on va dire, du top 5 qui peut aller le chercher et qui peut poser, je sais pas, alors là, on a mis 35, qui peut poser minimum 60. 60, ça me paraît juste quand Ouais. même, parce que bah déjà, on est sur, j'en parle, mais un joueur qui est quand même proche de son potentiel. Je ne le vois pas non plus franchir un cap au point de valoir ce prix-là. Après, on peut avoir un club saoudien, un club anglais qui fait une folie, Ouais. mais je pense maximum que raisonnablement, si tout se passe bien, l'OM peut s'attendre à une revente dans 2 ans à 50 millions, parce qu'on sera sur un joueur qui aura 27 ans, qui aura pris de l'âge, qui sera plus âgé et qui c'est pas comme s'il est arrivé à 22, 23 ans et que dans 2, 3 ans, il avait 25 ans. C'est l'âge qu'il a aujourd'hui. Donc forcément, ta revente s'en retrouverait impactée au niveau du prix de revente. Je... Mais je pense qu'il y a une chose qui va être aussi importante par rapport à son prix de revente, c'est surtout s'il est sélectionné. Ah oui. Parce que là, Aussi, ouais, ça compte beaucoup. il est aux portes de la sélection. Donc, si effectivement, à un moment donné, il commence à goûter à l'équipe nationale, je pense que ça peut faire grimper de quelques millions. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il privilégie l'OM à un club comme Leeds, dont on a beaucoup parlé, Ouais. parce que cette Ligue des Champions elle te fait passer un cap quand tu es un Brésilien. J'en ai beaucoup parlé, enfin je suis en conférence de presse souvent au LOSC, on en a beaucoup parlé avec Alexandro. Cette saison, il a découvert la Ligue des Champions. En juin, il était appelé pour la première fois avec la Mhm. sélection. Et je pense aussi qu'il, lui qui, je sais pas, il y a un an valait 15 millions, aujourd'hui il en vaut, je pense, 40, 45 dans l'esprit des dirigeants du LOSC. Et je pense que cette sélection au Brésil peut avoir un impact aussi sur le potentiel de revente. Donc c'est vrai que c'est un facteur qui peut favoriser une potentielle plus-value pour Paixão. Et ça, c'est pas déconnant, parce que je vois que dans le chat, on me vanne comme quoi, Ah bah oui. effectivement, voilà, Ah bah oui. ça manque de rire. Mais attendez, on est sur une émission sérieuse. Le fondateur n'est pas là, donc du coup, voilà, Bah, c'est sérieux. c'est carré. Voilà, c'est carré. Bah, Mais voilà. non, on rigole évidemment. Euh, je voulais te poser aussi une question par rapport. Je vais vous montrer, je vais passer à l'écran un article qu'a sorti l'équipe. Alors, je vais pas vous montrer tout l'article, hein, parce que bah, vous irez voir par vous-même. Mais il y a juste une chose. C'est vrai que par rapport aux derniers gros joueurs néerlandais qui sont partis de leur club pour des autres clubs. Alors c'est vrai que par exemple, on nous parle de Myron Boadou qui est parti du côté de Monaco. Ça a été un four complet. Je crois qu'aujourd'hui, il a été prêté en Allemagne, voilà à Bochum. Calvin Steins aussi c'est pareil. Alors lui c'était du côté de Nice. Je sais même pas où est-ce qu'il est aujourd'hui. Feyenoord. D'ailleurs, il revient plutôt bien, mais pas au niveau D'accord. d'un Paixão, mais il a Feyenoord. Euh, est-ce qu'avec Peshao, on peut avoir cette crainte-là quand même? Parce que Boadou, par exemple, juste de souvenir, quand il arrive à Monaco, il sort de saison où il stat comme un fou furieux. Et il était à Twente, je crois, c'est ça, il me semble. Hein, ou Akmar. Ouais, à Alkmaar, les deux voilà. étaient du côté d'Alkmaar, c'était C'est- un duo de fous. Ouais. et ça stattait comme c'est pas permis. Est-ce que
concrètement, on peut avoir quand même cette peur-là un petit peu avec. Et on nous parle de Sinistera aussi. Parti à Leeds et flop. Alors après, Sinistera, il y a eu des blessures aussi qui ont fait que. Mais voilà, est-ce qu'on peut avoir cette peur-là avec Pesha aussi? Mais j'en parlais tout à l'heure, le fléau des joueurs d'Eredivisie et néerlandais qui floppent à l'étranger, c'est surtout dû à l'âge. Les joueurs que tu as cités sont partis très très jeunes, Ouais. beaucoup trop jeunes. Ils n'étaient pas au niveau des. Enfin, c'était même pas les meilleurs joueurs de ce championnat. Ils étaient seulement, entre guillemets, à Alkmaar, qui est un club en dessous des trois gros des Pays-Bas. Et ils avaient seulement une saison référence derrière eux. Ils n'étaient pas prêts mentalement, footballistiquement et physiquement à la Ligue 1 et à partir à l'étranger. Tu as aussi des contre-exemples dernièrement, Cody Rakpo qui est parti à un âge plus sensé, qui performe, qui s'adaptait du côté de Liverpool. Comme ça, c'est le seul que j'ai en tête dans ce rôle dédié. Jiménez au Milan AC, c'est un peu... C'est plus compliqué, ouais. Après, j'en avais parlé, je sais plus si c'était ici ou sur Massilia Zone. Jiménez, il n'est pas aidé par le coach qu'il a sur le banc du côté de Milan, je pense non plus. Et le contexte club, Sergio Conceição, est assez compliqué du côté de Milan. Mais non, pour rester sur cette comparaison, Paixão, c'est déjà 25 ans, c'est un joueur qui a déjà 3 saisons complètes derrière lui d'Eredivisie, qui à chaque saison a franchi un cap, a progressé, notamment sur le plan statistique, qui aujourd'hui, je pense, a fait le tour du côté d'Eredivisie parce que voilà, c'est devenu l'un des tout meilleurs joueurs du championnat. Il a découvert la Ligue des Champions, il était en tout cas l'un des meilleurs joueurs de Feyenoord, en tout cas le meilleur offensif la saison passée. Je pense qu'il a entre guillemets plus rien à prouver et qu'à 25 ans, il est temps pour lui d'aller chercher un step au-dessus. C'est pour ça que j'ai pas forcément de doute sur sa capacité à s'adapter à la Ligue 1 parce que je trouve le cap assez intelligent pour lui, que ce soit en termes de niveau de championnat ou de niveau de club. Il va pas non plus totalement changer de monde. Feyenoord, c'est quand même une certaine référence. Et tout simplement, dans son plan de carrière dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il est prêt footballistiquement et mentalement à découvrir un club comme l'OM, que ce soit dans le niveau de jeu, que ce soit dans le niveau du championnat et aussi dans la pression populaire. Je pense que si on se focalise sur lui, sur son plan de carrière, il n'y a pas meilleur moment, meilleur timing pour aller du côté de l'OM. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il réussira forcément, mais tu ne peux pas avoir les mêmes doutes sur Paixão que tu pouvais avoir sur les autres jeunes qui sont partis il y a quelques années. Je vois qu'Alex est en train de se faire un peu chambrer sur le chat. Non, mais juge, l'attend au tournant, lui. Il va manger. C'est vrai que le cas de Pogba, bon, il est parti. Comme le cas de Rongier. Voilà. Ouais, il fait partie des cartons. Voilà. Je voulais te poser une question, et puis après tu me diras, Enzo, hein, si tu as besoin d'y aller, il n'y a pas de souci. Sa campagne en Ligue des Champions. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs je vais remettre à l'écran, alors je vous ai mis à l'écran là une comparaison Peshaouro, mais on en parlera tout à l'heure. En Ligue des Champions, bon, je sais qu'il a un match référence notamment contre le Milan AC. On en a beaucoup entendu parler. Ouais. Nous, c'est vrai que là, on va redécouvrir la Ligue des Champions. Comment tu vois, toi, la chose par rapport à ça, son implication, ses performances qu'il peut avoir en Ligue des Champions? C'est un débat que met beaucoup sur la table l'ami Nicolas de Feyenoord France, que je salue, qui est un supporter français de Feyenoord, et qui parle beaucoup peut-être de son manque d'impact dans les grands rendez-vous. Je trouve que ça peut être vrai en Eredivisie, autant en Ligue des Champions, je peux peut-être trouver le constat un petit peu sévère, parce que cette saison, il y a ce match référence face à Milan dont tu parles, j'ai quand même trouvé au niveau, dans une équipe qui était en Ligue des Champions très très faible. Ils passent en barrage un petit peu par un trou de souris. Il faut se rappeler que dernière journée, j'étais au stade, ils prennent 6-1 par le LOSC. C'est la crise complète. Et les résultats sont pas cataclysmiques. Il y a ce 3-3, ce match nul face à Manchester City totalement fou. Ils vont gagner à Benfica et à Gérone. Mais vraiment, dans le jeu, c'était très, très, très compliqué sous Brian Priske parce qu'il y a un changement d'entraîneur aussi du côté du Feyenoord, il faut le rappeler. Et pour le coup, lui, sur certains matchs, alors pas tout le temps, mais sur certains matchs, portait vraiment cette équipe. Et il évoluait dans un contexte collectif, notamment en première partie de saison, ce qui correspond à la majeure partie de la campagne de Ligue des Champions, dans une équipe qui collectivement tournait
tournait très mal et lui arrivait à sortir son épingle du jeu. Je regarde les stats, mais il y a doublé de passe D face à Gérone, C'est doublé de ça. passe D face à Benfica, Je l'ai mis à passe D l'écran. face à City et buteur face au Sparta Prague et surtout face à Milan. Milan où il fait une double confrontation quand même d'un très très bon niveau, y compris au retour où l'équipe subit beaucoup et décimée à plein de joueurs de l'équipe réserve, des équipes jeunes sur le banc. Et lui dans un rôle qui lui convient pas forcément parce que Milan a beaucoup le ballon. Paixão défend énormément et est pleinement impliqué et reste sur la double confrontation un grand artisan aussi de la qualif en huitième qui est quasiment inespéré parce que déjà c'était très compliqué au sortir de la phase de groupe. Il y a un changement d'entraîneur. Van Persie arrive après un passage du côté d'Heerenveen un peu cata et ils arrivent un peu par un trou de souris à se qualifier face à Milan et Paixão est peut-être le bonhomme de la double confrontation. Donc sur l'aspect Ligue des Champions, pour le coup, il reste sur une campagne individuelle quand tu le mets en relief avec le contexte collectif qui, pour moi, reste quand même plutôt positif. Sans être excellente, parfaite, ça reste positif, je pense, pour Paixão. Une petite dernière question, et puis après, parce que je vois qu'on me parle d'Aubameyang et ça me fait penser à une question. Selon toi, l'association qui sera la plus intéressante sur le papier, c'est Paixão-Aubameyang ou Paixão-Gouiri? Je pense sans trop d'hésitation, Paixão, Gouiri, parce Ah qu'on ouais, parlait. d'accord. Ouais, je pense. Je pense. Après, ça dépend de l'adversaire, évidemment, et du plan de jeu que veut mettre en place De Zerbi. Mais là, comme ça, sur le papier, je pense que ce serait Paixão, Gouiri, parce que je l'ai dit, dans le jeu combiné, c'est vraiment la grosse lacune d'Igor Paixão, cette capacité à combiner avec ses coéquipiers, à faire la différence par la passe. Je pense qu'Amine Gouiri compenserait bien plus ces lacunes de Paixão plutôt qu'un Aubameyang qui, dans dans la percussion pardon, et dans l'exploitation des grands espaces, se rapprocherait peut-être plus d'un Paixão, alors que Gouiri serait peut-être un petit peu plus complémentaire. Peut-être que tu avais un autre avis. En tout cas, moi, je le vois plutôt comme ça du côté de Marseille. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression que, alors Gouiri, effectivement, il a des qualités, et ça, on le sait, mais c'est vrai que Aubameyang va apporter une chose que Gouiri peut-être apporte un petit peu moins, c'est la profondeur dans le jeu. Et je me demande quand même si Paixão, il n'aura pas besoin justement d'un attaquant qui amène de la profondeur pour lui laisser de l'espace. Parce qu'on sait quand même, on a quand même bien compris le style de jeu du garçon. Un ailier gauche, droitier, donc qui a tendance à beaucoup rentrer dans l'axe. Est-ce que finalement, il n'a quand même pas besoin d'avoir un peu d'espace devant lui pour pouvoir bien jouer et du coup les appels en profondeur d'un Aubameyang vont être utiles. C'est vrai qu'après le jeu de remise de Gouiri peut être très intéressant et les deux peuvent très bien combiner. On l'a vu notamment sur le penalty qu'on a eu contre Girone. On a vu Gouiri et Harit très très bien combinés ensemble. Mais est-ce que tu crois pas que justement Paixão il n'aurait pas besoin d'avoir un Aubameyang qui fait beaucoup d'appels en profondeur devant lui pour justement lui faire un peu plus de place? Je le disais, je pense sur certains matchs face à certains adversaires, notamment en Ligue des Champions, tu auras plus d'espace. Ça peut être une possibilité. Peut-être qu'Aubameyang peut être plus adapté qu'un Gouiri. Après, Aubameyang, même si ça reste un axe fort de son jeu, c'est plus non plus le même danger dans la profondeur qu'il y a quelques Oui. années. Ça reste un joueur qui évidemment prend de l'âge. Et je pense que Gouiri peut aussi, en plus de masquer les lacunes, entre guillemets, en tout cas compenser les lacunes de Paixão, aussi le mettre en valeur par sa capacité à le trouver dans les bonnes positions, peut-être que ce qu'a moins Pierre-Emerick Aubameyang dans sa capacité à combiner. C'est une bonne question, je pense que ça dépend beaucoup des typologies de match des adversaires, mais là comme ça sur le papier, tu l'as dit tout à l'heure, 70% du temps, l'OM va affronter des blocs bas. Ouais. Je pense qu'un Paixão sera beaucoup plus à l'aise avec un Amine Gouiri avec lui qu'un Pierre-Emerick Aubameyang, même si sur certains matchs, évidemment, l'association la plus pertinente peut être un Aubameyang-Paixão. Je vous mets à l'écran un petit compte. Franchement, n'hésitez pas à aller le suivre. Il mérite d'être connu. On l'embrasse. C'est Scène Football. Voilà, On l'embrasse. c'est pas mal. Voilà, franchement, il Ouais. fait du bon contenu. Voilà, qui fait de très très beaux visuels sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre. Non, mais je dis ça parce que je l'ai vu passer dans le chat et je l'embrasse. Bah oui, il est là, on l'embrasse. Il a eu comment dire, l'élégance pour dire quand même
l'élégance de ce monsieur. Il m'a dit Thomas, je vais être obligé de faire une vidéo pendant ton live. Je lui ai dit mais il n'y a aucun problème, t'inquiète pas. Mais c'est pour dire à quel point voilà, cette personne est assez incroyable. Il voulait pas, parce que voilà, il sait que on est le lundi soir, c'est notre moment. Il voulait pas nous embêter, mais non, quand le mercato parle, il y a pas de souci. Donc voilà, et puis allez vous abonner sur son compte Instagram parce qu'il fait énormément de choses en plus de ce qu'il fait déjà sur YouTube. Donc voilà. C'est bon la pub, ça fera, je te enverrai mon rive. Alex, est-ce que tu voulais poser encore une question à Enzo avant qu'on le libère? Non, bah là, franchement, sur le coup, là, il a, même par rapport au chat, énormément de questions ont été posées. Donc là, pour le coup, là, vous m'avez coupé le bec. Ah ben voilà, écoute. Alors là, Est-ce que tu aurais une conclusion, Enzo, toi, par rapport finalement à ce transfert et te dire, bon, selon toi, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut viser sur la saison prochaine avec Peshao, et est-ce que tu penses qu'il va falloir quand même qu'on soit un peu patient avec lui? Les débuts peuvent être un petit peu plus compliqués. Voilà, comment tu vois la chose? Bah, en tout cas, je pense déjà qu'on a bien fait le tour sur le profil, les enjeux et ce qu'il peut apporter à l'OM. Ce qu'on peut attendre, je pense que c'est un joueur qui est titulaire et d'un niveau de titulaire immédiatement. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. J'ai vu que ça parlait quelques fois sur Twitter d'une éventuelle concurrence avec Jonathan Rowe. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. La hiérarchie est bien établie Ouais. là-dessus. Et Déjà, toi, tu penses que, sans parler du prix, hein, il mange Jonathan mhm. Rowe? Bah, pour le coup, en plus, j'aime bien le profil d'Euro. Ça n'a pas été le joueur le plus performant, mais ouais, je pense qu'on est quand même sur aujourd'hui, hein, je parle Ouais. simplement aujourd'hui. Il y a une vraie différence de niveau, je pense, entre Jonathan Rowe et Igor Paixão. Je pense qu'Igor Paixão, et le prix, l'investissement que fait l'OM le prouve. Il arrive pour être titulaire immédiatement. Et même sur sa capacité à devenir titulaire immédiatement et à confirmer les attentes, j'ai pas forcément de doute. Il y aura certainement un petit temps d'adaptation. Ça sera évidemment pas, à moins d'une très très bonne surprise, comme on l'a vu avec Amine Gouiri l'hiver dernier, mais ça sera pas au niveau d'un Mason Greenwood dès son arrivée. Mais ça reste, je pense, un vrai bel ajout, un vrai bel apport dans l'attaque de Marseille. Et surtout, on l'a vu, bah, c'est en termes de profil, je pense, un joueur qui correspond bien aux besoins qu'a l'OM. Il y a des lacunes, mais il y a aussi des vrais points forts, des vrais axes forts qui correspondent pas mal aux petites lacunes qu'a pu avoir l'attaque marseillaise la saison passée. Donc, c'est un joueur sur qui, c'est un peu à chaque fois le débat du côté de Marseille, sur qui il faudra pas trop mettre de pression parce qu'il change totalement de contexte, il va découvrir un nouveau championnat, un nouveau pays, un nouvel environnement. Mais je pense qu'avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il a montré du côté de Feyenoord, il est prêt justement à franchir ce cap et à faire ce step vers l'OM. J'embrasse aussi Valentin Maguero qui ouais, ouais. est dans le chat. On l'embrasse. Valentin, il faut qu'on se fasse un live. Hein, C'est bien, on a tous les copains ce soir. Voilà, Là, bah, c'est non, mais super. tout le monde vient ici. Aussi, Maguero, petite chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, c'est plutôt pas mal. Non, évidemment, Super chaîne YouTube. Maguero, c'est l'ancien. Hein. Ouais. C'est vraiment c'est le premier. Voilà, c'est le premier à avoir fait des vidéos sur l'OM, sur l'actu mercato, etc. Bon, voilà. Il sait tout le bien que je pense de lui et il faut que tu viennes très rapidement. Enzo, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté l'invitation. Nous, on va parler un petit peu du reste des infos mercato. Merci de ton éclairage. On a réussi à se capter. Ça y est, Enfin, enfin, on a réussi. Mais je crois que voilà, tu as répondu à de nombreuses questions et je pense qu'on y voit beaucoup plus clair aujourd'hui par rapport à Igor Paixão. Encore une fois, merci beaucoup Enzo. Et puis, dès qu'il y a un genre de redivis qui arrive, je t'appelle. ouais, bah, avec plaisir, toujours un plaisir de passer là. Puis ça fait quelques années que Longoria Benatia lorgne de plus en plus sur le championnat néerlandais, donc ce sera un plaisir. Et je vois Nicepot dans le chat qui demande est-ce que Enzo peut dire aller l'OM. Je pense que c'est le moment pour moi du coup de vous laisser et d'y aller. Voilà. La connexion est mauvaise. Pas de connexion, c'est dommage. Bon, en tout cas, merci beaucoup Enzo. Ouais, merci beaucoup, Enzo. N'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter notamment, même si bon, il supporte un club. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller le suivre parce qu'il a d'excellents avis. Et puis, il a aussi sa chaîne YouTube Box to Box qui est très intéressante. Donc voilà. Merci beaucoup Enzo.
Merci beaucoup, les Enzo. gars. Merci, bonne soirée. Salut. Bonne soirée.